Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de Smart Impact porte sur l'éolien flottant avec Paul de la Guérivière. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de BW Ideol et Jacopo Landi, bonjour. Vous êtes journaliste chez Green Univers. On va commencer par présenter votre entreprise, BW Ideol, fondée en 2010. Le point de départ, c'est quoi? Une innovation technologique, on peut dire ça? Le point de départ, c'est une innovation technologique, mais c'est aussi la volonté d'avoir un impact sur la société. Face à l'urgence climatique, quelles solutions on peut apporter pour faire face à ces défis de la transition? Et l'éolien en mer, l'éolien flottant permet de déployer des grosses capacités, donc de l'énergie verte, avec le moins d'impact, loin des côtes, en créant plus des emplois localement. Alors, qu'est-ce que vous avez imaginé justement pour trouver votre place dans ce secteur de l'éolien flottant? Donc, en 2010, l'éolien flottant était dans une phase de démonstration technologique. Oui. Donc, il fallait trouver des solutions technologiques qui permettaient de réaliser l'éolien en mer, l'éolien flottant. Donc, avec un défi à la fois compétitif en termes de coûts, mais en même temps d'avoir des flotteurs qui soient stables, qui permettent de ne pas impacter les éoliennes et donc assurer une bonne production. C'est cet équilibre qui était compliqué à trouver, être au bon prix, en même temps être stable, et donc permettre la faisabilité technique de l'éolien flottant. Et c'est là-dessus que vous avez innové? C'est là-dessus qu'on a innové. On a déposé un brevet en 2011. On a ensuite donc déployé cette technologie sur des unités en mer pour le démontrer en conditions réelles. Il y a 2 unités qui ont été mises en service en 2018, l'une en France, l'autre au Japon. Ensuite, on est en train de déployer sur un certain nombre de projets commerciaux. On a un projet qui est en construction à Port-la-Nouvelle, donc sur la façade méditerranéenne française, qui devrait être mis en service l'année prochaine. On a un projet de plus d'1 gigawatt en développement en Écosse et différents projets en Corée, au Japon, à Taïwan. Bon, on en a déjà parlé dans cette émission, mais on va faire un peu de pédagogie grâce à vous, Jacopo Landi. C'est quoi l'éolien flottant si on le compare à l'éolien offshore posé en quelque sorte? Expliquez-nous. En fait, l'intérêt de l'éolien flottant, c'est tout simplement d'aller où le posé ne peut pas arriver. Parce qu'à un moment donné, la profondeur de la mer augmente et on ne peut plus mettre de machines posées. Ouais. Il y a eu beaucoup de projets qui se sont développés, par exemple, en mer du Nord, mais justement parce que c'est une mer très peu profonde, au large du Royaume-Uni, du Pays-Bas, de l'Allemagne. Et l'éolien flottant donc, permet d'aller au-delà, parce qu'en général, l'intérêt de l'éolien en mer, c'est de capter des vents qui sont plus réguliers au large et plus intenses, et donc de produire plus avec moins de machines qu'on pourrait mettre à terre. Mais effectivement, là, l'intérêt de l'éolien flottant, c'est justement d'avoir accès à cette ressource qu'on ne peut pas atteindre avec l'éolien posé. Ça veut dire que l'éolien flottant, il peut aller jusqu'à combien de kilomètres des côtes, quoi? On peut s'éloigner beaucoup? Je ne sais pas s'il y a une limite, mais il faut garder en tête. Parce qu'après, il faut ramener l'électricité produite. Quoi. Oui. Donc, il faut trouver toujours un équilibre, comme disait Paul. Mais oui, on peut potentiellement aller un peu plus loin des côtes. Donc, ça fait aussi des éoliennes qui peuvent être un peu moins visibles. Oui. C'est un autre effet. Ça, c'est une question importante, la question de l'acceptabilité. On en dira peut-être un mot. Les vents, c'est vraiment, il y a une différence des vents que vous allez vous capter avec l'éolien flottant un peu plus loin en mer et ceux de l'éolien offshore posé. Il y a vraiment une différence importante. Alors, par rapport à l'offshore posé, oui, il y a quand même une différence. Ouais. C'est-à-dire qu'on enlève une des contraintes qui est la contrainte de profondeur, qui est... Pour le poser, nécessite d'être à entre 30 et 50 mètres. Donc, il va restreindre les zones qu'on peut développer. Avec l'éolien flottant, on enlève cette contrainte. Donc, on peut se mettre plus ou moins loin des côtes, mais on peut aussi chercher des zones avec un des meilleurs vents. Aujourd'hui, au niveau global, dans le monde, la ferme qui a le taux de charge le plus important, c'est une ferme d'éolien flottant en Écosse, qui a un taux de charge à pleine puissance de plus de 55%, donc qui démontre que l'éolien flottant sur les zones ventées est vraiment une source d'énergie, de production en quasi-base. Alors, je vais poser une question de béotien. Ouais, allez-y. Le taux de charge, en fait, c'est combien l'éolienne produit par rapport à sa puissance maximale. C'est-à-dire, si on met une éolienne de 10 MW avec un taux de charge de 55%, c'est ça, ça veut dire que ça sortira 5 MWh. Ça dépend toujours du vent aussi. Question basique, mais plus les vents sont importants, plus pour une installation d'éolien flottant, il faut résister à ces vents. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est une ancre, comment ça marche? J'ai vraiment des questions de béotien, des questions basiques. En fait, c'est un vrai défi technologique, parce que vous devez coupler à la fois des contraintes liées au vent,
mais également, il ne faut pas oublier, des contraintes liées aux vagues. Oui, bien Donc, sûr. on a des systèmes complexes avec des contraintes aérodynamiques, des contraintes hydrodynamiques. Donc, le flotteur lui-même apporte la stabilité, évite que l'ensemble bascule. Et le système d'ancrage permet de le maintenir en position. Le système d'ancrage, en tout cas dans notre solution, est juste là pour le maintenir en position, avec de la redondance, de manière à ce que si jamais il y a une ligne qui est cassée, l'ensemble reste en position. La France n'est pas franchement en avance en matière d'éolien en mer en général, d'éolien flottant peut-être aussi. On peut faire un point là-dessus. Comment ça s'explique? Je ne dirais pas forcément que la France est en retard, parce que une des premières éoliennes que vous avez installées en 2018, était l'une des premières au monde, ça a été installé en France, une éolienne flottante. Par contre, la France, effectivement, a tendance parfois à avancer un peu plus lentement que prévu. Par exemple, dans l'éolien flottant, il y a eu 4 projets pilotes qui ont été lancés en 2016. Il y en a un qui a depuis été abandonné et les 3 qui restent doivent être mis en service cette année ou l'année prochaine, parmi lesquels celui de Port-la-Nouvelle. Donc ça fait quand même 8 ans de développement. Dans l'éolien posé, les premiers parcs qu'on vient de mettre en service, ils ont mis 10-12 ans à sortir de l'eau. Et là, sur l'éolien posé, pour le coup, on est très en retard par rapport aux Anglais, aux Néerlandais. Oui, il y a aussi une question de différents mécanismes de soutien. Ce n'est pas toujours le même scénario pour les pays. Là, c'est vrai qu'on a quand même un bon retour d'expérience sur l'éolien en mer, donc on peut espérer aller plus vite. L'éolien flottant, on commence à avoir un retour d'expérience significatif. Donc là, on s'apprête à passer un peu à l'étape commerciale. Justement, la France vient d'attribuer le premier appel d'offres pour une ferme flottante commerciale au large de la Bretagne. Donc, ça sera un projet de 250 mégawatts, à comparer aux projets pilotes qui font une trentaine de mégawatts. Paul de la Guérivière, est-ce que les projets actuels sont freinés notamment par le niveau, la hausse des taux d'intérêt? Je disais qu'il y avait des difficultés sur certains des projets d'éolien. Notamment des projets posés, effectivement, sur certaines géographies où vous êtes obligé de vous engager sur un tarif d'achat avant la décision finale d'investissement, donc avant de démarrer la construction. Si ce laps de temps est assez important et qu'il n'y a pas d'indexation entre le tarif et l'évolution des taux d'intérêt, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes engagé sur un tarif, mais en fait les taux d'intérêt augmentent très rapidement entre les deux, et à ce moment-là, des projets peuvent ne pas se faire. Mais en même temps, c'est assez exceptionnel ce qu'on a vécu, puisque en 12 mois, il y a eu quand même, les taux d'intérêt sont passés de 1% à 4%, ce qui est quand même assez rare. Après, donc ça explique la raison pour laquelle un certain nombre de grandes entreprises disent on n'y arrive pas, on demandait des subventions à l'État. Donc sur certaines géographies, notamment principalement en Angleterre et aux États-Unis. En France, ce n'est pas le cas, puisque les tarifs d'achat sont indexés en fonction de l'évolution des taux d'intérêt et de l'inflation. Donc le système en France, on va dire, est plus intelligent et permet de protéger et d'éviter de se retrouver dans ces situations qui sont désastreuses un petit peu pour tout le monde. Après, sur l'éolien flottant, aujourd'hui, on a un stade un petit peu plus amont. Les enjeux sont beaucoup plus sur comment industrialiser cette nouvelle filière. Il faut réaliser qu'il y a plus de... on vient d'évoquer 250 mégawatts ont été attribués, c'est à peu près 11 éoliennes qui ont été attribuées en France. Ailleurs dans le monde, principalement aujourd'hui en Écosse et en Californie, c'est plus de 50 gigawatts qui ont déjà été attribués. On estime qu'entre 2030 et 2035, il y a à peu près 2000 flotteurs, donc 2000 éoliennes flottantes, qui vont devoir être fabriquées et délivrées. Ça veut dire que plus de 400 par an, c'est un défi industriel majeur. Et les enjeux pour la filière aujourd'hui sont plutôt sur cette industrialisation. Ça veut dire qu'il y a une ambition française qui est annoncée par le gouvernement. Est-ce qu'elle est suivie de faits? Est-ce qu'on est dans la promesse ou dans l'action? Il y a un chiffre de 18 gigawatts en service en 2035 qui a été mis en avant par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, on a 1,5 de gigawatts en service, éolien posé flottant. Alors, il y a d'autres projets en développement, bien sûr. Mais oui, l'espoir, effectivement, est d'aller un peu plus vite. À la rentrée, il y a eu un grand débat public l'année dernière. Et à la rentrée, il va y avoir une cartographie qui doit être arrêtée pour savoir justement où placer les prochains parcs éoliens. En vue de lancer un grand appel d'offres ou une série d'appels d'offres et attribuer 10 gigawatts, ce qui devrait permettre de tenir le délai. Mais c'est vrai qu'il faut aller quand même assez vite, parce que si on pense qu'on peut mettre en service un parc en 7 ou 8 ans, ça veut dire qu'il faut l'attribuer dans les 2-3 prochaines années pour tenir 2035, avec tous les défis industriels qu'il faut résoudre en parallèle. Est-ce qu'il faut changer les règles des appels d'offres? Est-ce qu'il y a là un frein au développement du secteur pour vous? Alors, sur
Il y a différents freins. Il y a des freins plutôt sur la phase d'évaluation des permis, le temps qu'il faut effectivement pour développer. Sur la phase d'appel d'offres en elle-même, on a des procédures qui se déroulent généralement assez vite. Il peut y avoir quelques exceptions, mais c'est plutôt après tout le temps derrière pour pouvoir développer les projets. En France, c'est notamment à cause des recours ou le temps pour délivrer les permis. Sur d'autres géographies comme le Royaume-Uni, aujourd'hui, l'enjeu, c'est sur le déploiement du réseau, donc la connexion au réseau. C'est ça qui retarde les projets. Après, si on part directement sur la phase d'appel d'offres, il y a une vraie question un petit peu d'actualité qui est est-ce qu'on peut introduire des critères de contenu local dans des critères d'attribution des projets. Ça veut dire quoi, ça? Attribuer des critères de contenu local. On a eu, par exemple, lors de la visite de Bruno Le Maire à Saint-Nazaire il y a à peu près un mois, il y a une volonté politique de dire qu'il faut que ces filières créent de l'emploi local et donc qu'on puisse introduire comme critère la capacité de fabriquer des composants de ces projets localement en France ou en Europe. Aujourd'hui, en fait, au niveau européen, les règles européennes impose de ne pas pouvoir mettre ces critères. Donc une libre concurrence qui a des avantages. Ça a permis notamment de faire baisser significativement les coûts, d'avoir une filière d'énergie renouvelable globalement qui est extrêmement compétitive. Mais si on veut en même temps créer des emplois, il faut pouvoir introduire des critères. Et c'est un enjeu notamment pour la filière de l'éolien flottant. Est-ce que l'éolien flottant va se développer en fabriquant des coques en acier en Chine, globalement en Europe, donc sans aucune retombée économique? Ça peut être un scénario. Ou est-ce qu'on introduit dans les appels d'offres des critères de contenu européen? Et à ce moment, on pourrait fabriquer des flotteurs en béton en Europe, créer des emplois, créer des usines de fabrication de flotteurs en béton en Europe. Et ça, c'est la vision qu'on porte. On porte cette vision qu'on peut être à la fois compétitif, mais en même temps créer une vraie filière et produire en Europe. C'est un enjeu de la prochaine mandature au Parlement européen, si je vous entends bien. Un mot de l'acceptabilité pour terminer, Jacopo Landi. Est-ce que c'est toujours un... Parce que voilà, c'est le syndrome NIMBY, not in my backyard, on veut bien des énergies renouvelables, mais si on vous en propose à côté de chez vous, d'un seul coup, c'est moins sympa. C'est toujours un enjeu fort, ça? Oui. Ou un frein fort au projet? Oui, c'est toujours présent et je ne sais pas si ça va disparaître. En fait, l'enjeu du débat public, c'était effectivement d'associer le plus de personnes possible dans la décision d'où mettre le nouveau parc, mais on voit déjà des associations s'insurger, notamment contre le parc flottant en Bretagne. Donc oui, après... Il y a aussi beaucoup d'études, c'est un peu paradoxal, mais qui ont lieu parce qu'on va implanter un parc éolien. Donc, il faut étudier s'il y a des oiseaux qui passent par là ou des choses comme ça que peut-être on n'avait pas étudié avant. Maintenant, on va mettre un parc, on va étudier ça. Donc, il y a aussi cet effet un petit peu, mais oui, l'acceptabilité, pas seulement que pour l'éolien en mer, c'est un gros sujet des énergies renouvelables, parce que c'est des énergies très peu denses, en fait. Il faut beaucoup de place pour faire beaucoup d'énergie. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.